Bon, alors, Waxwork pour la 250e fois? Ou peut-être le Retour des morts vivants en 4K pour la 8778e fois? Allez, le Retour des morts vivants. Putain, d'ailleurs, ils ont pas prévu un remake pour ce film-là? Putain, ça me fait peur comme histoire, parce que je pense que ça va encore être de la merde. Oui, entrez! Salut ma couille! Oh non, pas toi. Qu'est-ce que tu me veux encore? Tu crois pas que t'en as déjà assez fait? Ouais, je sais, je m'en veux. Je m'en veux, ça me fait mal au cul de m'être fâché avec mon voisin préféré. Donc tu viens faire la paix? Oui, voilà. Allez, vas-y, installe-toi. Ah, mais merci. Bon, est-ce que tu veux quelque chose à boire? Oh non, merci. Non, merci. Mais tu deviens poli, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quelle mouche qui t'a piqué? Aucune ma couille, mais j'essaye de remonter dans ton estime. En plus, les mouches, ça pique pas. Mais les thons, oui. Oh, oui, t'as raison, c'est les thons qui piquent. Mais tu vois, je suis pas saisi. Effectivement, il y a du progrès. Bon on va pas tortiller du cul pour chier droit, hein. Pour repartir du bon pied, je vais te causer de 5 bons remakes de films d'horreur des années 2000, parce que je sais que tu kiffes ça. Oh non merci, hein, je te connais. Hein. Pour toi, les bons remakes, ça va être Fog, Amityville ou alors Vendredi 13. Mais non, pas du tout. Ah? Bah lesquels alors? Bon écoute, pour commencer, je voulais te parler du remake du premier film de Wes Craven. Sérieux? Eh ben vas-y alors. Les Collingwood possèdent une maison isolée sur les berges d'un paisible lac. Leur fille Marie et sa copine Paige ne vont pas tarder à se faire enlever par un psychopathe évadé, Krug, sa compagne Sadie, son frère Francis et son fils Justin. Laissée pour morte, Marie tentera de rejoindre à la nage la demeure familiale, sa dernière chance de survie. La dernière maison sur la gauche est un film américain sorti en 2009 et réalisé par Denis Liadis, un réalisateur grec qui fera d'autres films d'horreur moins glorieux comme Delirium en 2018 et Is Out There la même année. Et ben ça commence bien. Je suis pas du tout habitué à ça avec toi. Ouais, mais ce remake est le meilleur truc qu'il ait fait dans sa carrière, écoute. Pas facile d'aborder ce remake tant le film est paradoxalement autant une franche réussite qu'une relative déception. Car si le remake de film de Wes Craven possède de très sérieux et solides atouts formels en sa faveur, c'est comme souvent sur le fond qu'une fois de plus, le bas blesse et la modernité de cette nouvelle version a bien du mal à rivaliser avec la noirceur abyssale de son illustre modèle. Ce film s'inscrit malgré tout dans le cercle assez restreint des remakes n'ayant pas à rougir de la comparaison avec le film d'origine. Ce qui est déjà fort positif pour un projet aussi ouvertement casse-gueule à son origine. Au niveau du positif, on n'a pas une once d'humour contrairement au film original. On reste dans le sérieux du début à la fin. Ensuite, la structure du film gagne également en clarté et en vraisemblance en posant un peu plus clairement l'enchaînement des événements. Alors que dans le film de Wes Craven, tout allait parfois trop vite et en dépit du bon sens. Après, c'est aussi le côté un peu amateur fauché qui faisait ça. Ouais, mais bon, ça faisait mal à la caboche malgré tout. Les personnages des parents gagnent également beaucoup en épaisseur. Franchement plus crédibles dans leur comportement, les deux parents de Marie gagnent surtout ici dans leur dimension émotionnelle. Et pour rien au monde, je n'échangerai l'intensité de leur bouleversante découverte du corps meurtri et souillé de leur fille dans la version de Liadis contre celle lamentablement plate et insensible du film de Craven. Du coup, la vengeance opérée par le couple prend soudainement une dimension bien plus forte dans le remake, car encore une fois, on y gagne en véracité, en implication émotionnelle et en violence froide. Et j'aurais eu la même réaction s'il arrivait la même chose à mon fils. Autre époque et autre budget font que le remake possède incontestablement des atouts formels et graphiques bien plus intéressants que le film de Craven, et ceci pour le meilleur comme pour le pire. Le remake est esthétiquement agréable à regarder, servi par une très belle photographie et une mise en scène inspirée. On est donc à 1000 bornes de la mise en image à l'arrache entre amateurisme complet et documentaire du film original. Mais d'un autre côté, il va quand même perdre en viscéralité ce remake.
C'était à prévoir. Car oui, si le film de 2009 reste parfois éprouvant à regarder, jamais il n'applique totalement celui qui le regarde en brisant la distance entre la fiction et la réalité. En plus de cela, le film d'Ilias prend aussi quelques libertés d'adaptation, notamment en atténuant grandement l'idée d'une violence sèche s'habitant dans le quotidien de notre petite Home Sweet Home, mais perd aussi sa folie maladive dans le traitement de la petite bande de Krug, dont les agissements trouvent souvent dans ce remake une justification scénaristique, alors qu'il était beaucoup plus gratuitement violent et imprévisible dans le film de Craven. Ce côté justificatif du mal, c'était déjà présent dans le remake d'Halloween, et ça me dérange pas plus que ça. Bref, La dernière maison sur la gauche version 2009 est incontestablement un bon film qui gomme les aspects les plus ridicules du film d'origine et qui se hisse sans peine à son niveau. Techniquement plus abouti et souvent aussi intense que son modèle, le film demeure pourtant un petit cran en dessous du film de Craven à cause de la froide perfection d'un film qui ne pourrait jamais remplacer l'impact rageur et viscéral d'un film bien plus sauvage et rentre dedans. Un remake à découvrir donc malgré ses défauts. Et ben pas mal ça me donne envie de le revoir malgré tout. Dans sa version non censurée. Bon, c'est quoi le suivant? Bon bah pour le prochain, que dirais-tu de causer d'un remake de film qu'on a déjà causé dans la vidéo sur les rednecks? Ah oui, celui de 2003 j'espère. Oui ma couille. Ah super. Cinq jeunes en voyage circulent sur une route secondaire lorsqu'ils prennent à bord de leur camionnette une jeune femme en état de choc. Quand, prise de panique, elle met fin à sa vie. Les jeunes gens décident alors de contacter le shérif du comté. Ils vont vite s'apercevoir que les habitants ont un sens particulier de l'hospitalité. Massacre à la tronçonneuse est un film américain sorti en 2004 et réalisé par Marcus Nispel, un réalisateur qui aura d'abord débuté dans le clip pour des artistes tels que Janet Jackson, Billy Joel ou encore Mylène Farmer, avant de se lancer dans le long métrage et enchaîner des projets comme Pathfinder, le remake de Vendredi 13 et le remake de Conan. Ouah, rien de bien glorieux à ce que je vois. Hélas, mais le remake de Massacre à la tronçonneuse c'est son meilleur film. Ah bah ça me rassure. Enfin, je crois. Quand Michael Bay a annoncé son intention de remaker le cultissime Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, le monde s'est mis à tourner à l'envers le temps de quelques minutes. Mais le résultat final en a surpris plus d'un, moi le premier. Surtout que j'en avais fait des éloges dans mon épisode sur les films de redneck. Le lien sera en description. À l'approche brute de décoffrage et quasi documentaire du film de Hooper, le remake de Marcus Nispel répond à une esthétique baroque extrêmement travaillée, sointant de tout part la crasse, ainsi que la désolation morbide, étouffante et désertique de la campagne texane, tout en évoquant une sorte de cauchemar éveillé par l'intrusion d'un certain onirisme, jouant la carte d'une violence frontale, là où l'original misait tout sur la suggestion. Ce qui est une bonne chose, et qui justifie le fait d'en faire un remake. Même si je me sens sale pendant le visionnage. Moi que nenni, j'ai juste l'impression de voir ma famille en été. Sans commentaire. Si l'on est loin de retrouver la force et la portée contestataire de l'opus fondateur, et si le scénario est le même à quelques changements près, se résumant entre autres à mater Jessica Biel marcher et courir sans fin, ce remake parvient à rendre des stéréotypes ambulants plutôt attachants et surtout à créer une atmosphère pesante au service d'un survival incroyablement nerveux et tendu. Ah, Jessica et ses deux petites fesses bien rebondies. Elles sont si fermes. On dirait deux petites pommes. Mais dis donc, tu cites les cuvettes de Pont-Aven, toi? Ouais, ma couille, ça fait partie de mes films préférés. Et bah, j'en apprends tous les jours. Bref, ce remake est une agréable surprise. Même s'il est inférieur au film original, il possède suffisamment de qualité pour ne pas entacher l'œuvre d'origine. Là où il gagne en répugnance, il en perd en effroi. En ressort un film d'horreur compétent, dans lequel on passe un agréable moment bien sympathique. Et c'est vrai qu'il reste très largement supérieur à toutes les suites, préquelles et reboots qui sont sortis juste après. Je suis d'accord. Et pour le prochain, on va parler d'un remake de Carpenter fait par un métalleux. Je sais déjà lequel c'est. Lindsay, mets ton manteau. On va chez Tommy Doyle.
Le 31 octobre, le soir d'Halloween, la vie du jeune Michael Myers, 10 ans, bascule. Troublé par des pulsions morbides, moqué par ses camarades d'école et harcelé par son beau-père, il revêt un masque en latex et dans un accès de folie, assassine la moitié de sa famille au couteau de cuisine. À la suite de cette nuit de cauchemar, il est pris en charge par le docteur Sam Loomis. 17 ans plus tard, toujours dissimulé derrière un masque et enfermé dans son mutisme, Michael s'échappe de la prison psychiatrique où il a grandi et recommence à semer des cadavres sur sa route. Halloween est un film américain sorti en 2007 et réalisé par Rob Zombie. Tout d'abord connu comme le chanteur leader du groupe de métal White Zombie, il deviendra réalisateur avec le film La Maison des Mille Morts en 2003, suivi de sa suite Devil Rejects en 2005, fera une fausse bande-annonce pour le film Grindhouse, avant d'enchaîner d'autres films tels que Lord of Salem en 2013, 31 en 2016 ou encore Free From Hell en 2019. Il réalisera aussi Halloween 2, donc la suite de son remake, qui est vachement moins bonne, mais qui reste quand même un film relativement cool à regarder. Après ces deux précédents films, notre cher Rob Zombie s'est sans doute dit qu'il y avait quelque chose à exploiter par rapport au film de Carpenter, Les origines de Michael Myers. La première partie est tout simplement monstrueuse, un puits de fantasmes. Cette manière de filmer le chaos avec une famille déglinguée au possible de A à Z, un contexte social plus que désastreux, un jeune antagoniste perdu, humanisé par l'histoire de Rob Zombie. Mais ce qui a déplu à beaucoup de fanboys obtus de l'original, c'est que le mal, il a pas besoin d'être expliqué. Quelque part, c'est vrai. Mais quitte à faire un remake, je préfère ça plutôt que ce qu'ils ont fait dans la dernière trilogie qui a franchement rien de neuf à apporter. On y croit, on s'y attache. Chaque moment trashouille, rageur et sublimé par une superbe mise en scène, des plans parfois étonnants et une musique hargneuse. La seconde partie devient un simple slasher dans lequel on aurait voulu voir plus de choses au vu de la première partie racontée, mais reste tout de même très jouissif. Malgré tout, j'arrive à passer au-dessus de ça grâce à tout ce que la première partie a apporté. Rob Zombie prouve qu'il est un cinéaste plus que convaincant avec ce film. Ce remake est hargneux, viscéral et profondément chaotique au vu de son final, humanisant son personnage pour mieux nous renvoyer à la gueule notre nature profondément tourmentée. Là où le mal n'est qu'une excroissance d'une société déshumanisante chez Carpenter, il est une nature intrinsèque à l'homme dans le film de Rob Zombie. Et puis Rob Zombie reste fidèle à lui-même, hein. Donc ceux qui aiment pas, ils ont qu'à se contenter de l'original et de sa suite, quoi. Bref, Halloween version Rob Zombie est un hypercute dans la gueule, qui est certes basique dans sa deuxième partie, à la limite du copier-coller, avec une Laurie Strode moins marquante que Jamie Lee Curtis, mais qui vaut largement le coup d'œil, grâce à toute sa première partie, qui est pour le coup très personnelle, et nous montrant le chaos à travers les yeux d'un enfant. Puis étant fan de Rob Zombie, je peux que être client de ça, hein. Même si je peux comprendre que ça peut pas plaire à tout le monde. Tu l'as dit, Bibi. Bon, pour le prochain, je vais te parler des remakes de zombies faits par un réal qui est beaucoup trop dénigré. Oh, ça aussi, je sais lequel c'est. Et j'ai tellement hâte. Après avoir miraculeusement réussi à s'échapper de son quartier, Anna Clark se barricade avec un petit groupe de survivants dans un centre commercial. Ils vont tout faire pour rester en vie. Alors que la situation empire à l'extérieur, il faut aussi faire face aux peurs et aux démons de chacun à l'intérieur. L'Armée des Morts est un film canado-américain sorti en 2004 et réalisé par Zack Snyder, un réalisateur sous-estimé qui nous aura pondu des œuvres telles que 300, Watchmen, Sucker Punch ou encore sa trilogie du DCU avec son Man of Steel, Batman v Superman et la Justice League Snyder Cut. Et pas cette merde re-shootée par Joss Whedon. On est bien d'accord, ma couille. Ce remake du zombie de Romero est le tout premier film de Zack Snyder. Et pour un premier long métrage, c'est du tout bon. Une excellente surprise pour un film de zombie avec des rouages très peu exploités pour ce genre de film. D'ailleurs, même les haters du mec dont je tairai le nom trouvent que c'est le film le plus réussi de sa carrière. Mal et rageux. Faudrait leur enlever les pougnettes qu'ils ont dans le cul et leur ouvrir plus de goût. Ça les calmerait un peu. Le film de Snyder se pose de manière bien différente de l'original, abordant beaucoup moins l'aspect zombie que la question de la survie en milieu devenu hostile. Peu importe finalement le mal qui détruit l'humanité, ce qui nous intéresse, ce sont les moyens que se donnent les quelques survivants pour tenter de ne pas être sur la liste des prochaines victimes. Et ça va des moyens matériels aux moyens humains, ce qui est vachement intéressant. Le film démarre sur des chapeaux de roue en 5 minutes, montre en main, juste après un générique absolument splendide sur Johnny Cash, agrémenté
de crédits sanguinolents et d'images d'émeutes. On appréciera également que, pour une fois, les zombies représentent un véritable danger, puisque le peu qu'on les voit, ils ont une patate d'enfer et sont capables de vous courser, de grimper et de chahuter un bus. Contrairement à la tradition qui les veut plus lents. Snyder oblige, le film est très marqué par un visuel agressif, fait de couleurs saturées à outrance, parfois jusqu'à l'overdose. L'effet est voulu et permet à l'atmosphère que dépeint le réalisateur d'osciller entre surréalisme et héroïsme. Le cinéaste se focalise sur l'action et nous délivre des séquences nerveuses qui ne laissent aucune place à l'ennui. Ce qui est une bonne chose parce qu'il n'y avait pas beaucoup de films comme ça à l'époque. Bref, L'Armée des Morts est un excellent remake burné, efficace et sanguinolent. Il livre bien plus que la marchandise et redonne au film de zombies un petit souffle nouveau qui fait plaisir. On s'amuse comme des fous avec ce sens inné du spectacle qui bouillonne dans les artères du réalisateur. À voir ou à revoir sans hésitation. D'ailleurs, petite anecdote, c'est James Gunn qui a écrit le scénario du film. Le réel des Gardiens de la Galaxie? Exact. Et je m'attendais plus à ce que tu cites Scooby-Doo, te connaissant. Oh non, ce film c'est une merde. Et puis je vais prendre exemple sur mon voisin préféré. Bordel, je suis sur le cul là. Bon, eh ben écoute, avant de passer au numéro 1, je t'autorise à citer le monologue habituel. Oh bah merci ma couille. Alors avant de passer au numéro 1, si t'as aimé la vidéo, bah tu la likes, tu t'abonnes et tu la commentes. T'oublies surtout pas de t'abonner parce que c'est super important pour le référencement. Et puis si jamais tu veux soutenir financièrement la chaîne, t'as le bouton rejoindre ou le Tipeee. Et maintenant, pour le premier film, on va parler d'un autre remake de Craven, mais cette fois-ci fait par un Français. Ça aussi je sais lequel c'est, et j'avais tellement hâte qu'on y vienne. La famille Carter traverse le désert américain pour se rendre en Californie. Big Bob Carter, le chef de la famille et sa femme, Ethel, doivent y fêter leur anniversaire de mariage. Le voyage est plutôt mouvementé, personne n'est vraiment content d'être là. Pour ne rien arranger, Big Bob Carter décide de suivre un raccourci que lui a indiqué un pompiste un peu fou. Au milieu du désert, les pneus du 4x4 éclatent et la petite famille se retrouve bloquée, loin de toute civilisation. La Colline à des yeux est un film franco-américain sorti en 2006 et réalisé par Alexandre Aja, un réalisateur français connu pour des films comme Haute Tension, Mirrors, Piranha 3D ou encore Crawl. Que des films de qualité et ce remake n'échappe absolument pas à la règle. Alors là, on est face à un remake d'une excellente facture. Alexandre Aja ne se contente pas seulement d'adapter paresseusement ou d'améliorer à grand renfort d'effets spéciaux. Il impose sa griffe mordante, il s'approprie l'œuvre. Il nous la livre brutale, calibrée et assumée au point de nous faire suffoquer à force d'anxiété ou d'écœurement. Contrairement au film de Craven qui était pas folichon, ça il faut quand même l'admettre. Traité à la manière d'un western horrifique et réaliste, ce survival joue sur la réflexion autant que sur le visuel. Face à une telle situation, tous les principes explosent. Le spectateur est en permanence mis à contribution. Que ferait-il en pareille circonstance? Se sent-il capable d'anticiper et de provoquer une cruauté plus intense que celle des agresseurs, juste par instinct de survie? C'est tout là la profondeur du traitement. Bon, moi à leur place, je ferais tout pour survivre et échapper à ces cannibales. Ouais, et en plus ils sont dégueulasses à manger de la chair humaine. Pas de complaisance ni de gratuité, La Colline à des yeux version 2006 se pose comme une évidence malgré son message parfaitement incorrect. Si le fond est impeccablement dominé, la forme n'est pas négligée non plus. Le montage incisif, les scènes parfois speed, la photo granuleuse et la bande-son onirique et menaçante participent à l'effervescence générale. En gros, il fait tout ce que Craven n'a pas réussi à faire à l'époque. En conclusion, La Colline à des yeux version Aja est un remake qui surpasse totalement l'original, possédant en plus un casting excellent pour ce genre de film, à la fois proche d'une série B et porteur de petites touches politiques et sociales. Ce remake est hautement recommandable pour les amateurs de films d'horreur. Foncez le revoir si ce n'est pas déjà fait. Et ben ça me donne envie de le revoir ce grand film. Donc d'office, je crois que t'es pardonné là avec tout ça. Oh bah merci ma couille, je savais que ça te plairait. Tu sais, c'est tellement fou que tu me parles de ces bons remakes, alors que d'habitude tu me parles que de films de merde. J'ai vraiment l'impression d'être dans un rêve éveillé. Bah c'est parce que c'est le cas. Pardon? Bah ouais, t'es dans un rêve. Parce que tu crois franchement que j'ai autant de goût que ça? Oh non! Mais pourquoi c'est à moi que ça arrive? Non! Oh putain!
Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive à gueuler comme ça? Oh, j'ai fait un drôle de rêve. Ah bon, lequel? J'ai rêvé que Beau-Fils était venu pour faire la paix avec moi, qu'il me parlait que de bons films, et qu'en plus il se mettait à bien parler. Oula, je te confirme, c'est bien un rêve, hein, parce que cet abruti-là, il aurait jamais fait un truc comme ça. Hein. Ah bah ouais, malheureusement, je sais quoi. Salut ma couille, ouvre la porte, moi, j'ai à te causer. Ah non, hein, il rentre pas, hein, il dégage tout de suite. Et bah c'est ce que je comptais faire, hein, parce que si maintenant il vient même envahir mes rêves, mon Dieu, je serai jamais tranquille.